toutes et à tous, nous c'est Marine et Déborah, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode de notre podcast Le féminisme, c'est pas un truc de fille. Le féminisme, c'est pas un truc de fille, c'est le podcast Égalité qui va à la rencontre des personnes dont le parcours questionne les stéréotypes de genre et met en lumière des pistes d'action pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maïké Kruzman. En parallèle de cette interview avec Maïké, on a pu échanger de manière informelle avec la professeure Sophie Schwartz du département de médecine de l'Université de Genève. Sophie et Maïké ont été enregistrés séparément et tricotés ensemble par la suite. Quand vous entendrez ce jingle, c'est que nous allons écouter l'avis de Sophie sur la même question. Mais pour le moment, revenons-en à Maïké. Titulaire d'un doctorat en sciences de la vie à l'Université de Lausanne, Maïké jongle habilement entre plusieurs casquettes. Sa pratique mêle recherche, consultation et enseignement. Maïké exerce comme diététicienne diplômée dans le cabinet qu'elle a fondé, MK Nutrition à Genève. Passionnée de sport et triathlète, son expertise porte sur les besoins nutritionnels spécifiques aux femmes, celles qui ont une pratique sportive ou celles qui traversent certains moments de vie comme la ménopause. Elle est également l'auteure de plusieurs publications scientifiques et d'un livre « Changer de poids, c'est changer de vie ». Maïké est enfin professeure HES associée à la Haute École de Santé de Genève en filière nutrition et diététique et chargée de cours à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne et à Unidistance. Pour arriver là où elle en est aujourd'hui, Maïké a emprunté des chemins tortueux et traversé des univers très exigeants, encore largement dominés par les hommes, où les pressions exercées sur les femmes sont grandes. Dans cet épisode, nous aimerions revenir sur son parcours, les défis qu'elle a rencontrés et discuter avec elle de la double peine qui pèse sur le corps des femmes, qui est à la fois sans cesse scrutée et commentée, mais qui est aussi largement négligée par la recherche scientifique. Nous commençons tout de suite en apprenant à mieux la connaître. Bonjour Maïké, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Pour commencer, quelle est la première chose qu'on doit savoir sur toi? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? La présentation, elle est assez exhaustive, je dirais, et c'est assez cool d'entendre quelqu'un qui déroule le parcours parce que ça n'a jamais l'air si clair et limpide quand on me demande. Je peux peut-être ajouter simplement que j'ai 52 ans, que j'ai 2 filles, jeunes adultes, 20 et 22 ans, qu'en ce moment je ne fais pas beaucoup de triathlon malheureusement, mais que je continue de beaucoup bouger quand même. Et puis que aujourd'hui je vis et je travaille à Genève, mais j'ai grandi dans un petit village du canton de Fribourg, du sud du canton de Fribourg, de parents néerlandais qui avaient immigré en Suisse en fait pour le travail de mon papa. Et avant de revenir sur ton parcours, petite, tu voulais faire quoi? Je savais pas trop. J'ai jamais eu de rêve de métier incroyable. J'ai jamais eu de voie toute tracée par ma famille non plus. Je sais que le livre me fascinait. L'univers du livre me fascinait, je voulais être peut-être bibliothécaire ou écrivaine ou un truc comme ça. Et je dois avouer que le métier que j'ai choisi, le métier de diététicienne, c'était un peu un choix par défaut en fait. C'était en tout cas pas un choix de passion ou une vocation ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'était un peu par défaut. Dans quel contexte tu as grandi ? Alors mes parents vivaient un couple très traditionnel en fait. Maman à la maison, papa au travail. Voilà le contexte, une grande sœur, une vie un peu sans histoire, je dirais. N'empêche que je pense, c'est évidemment toujours en regardant en arrière avec certaines lunettes, il y avait quand même certaines choses qui étaient entre guillemets un petit peu atypiques, déjà parce qu'on était des étrangers dans un petit village, c'était pas du tout la norme à l'époque, on était les seuls à être très bizarres. Et puis, ma maman en fait, elle était toujours très affirmée en fait comparée aux femmes dans cet endroit-là à cette époque-là. De bibliothécaire à diététicienne, comment tu as fait ton choix de carrière? Quelles ont été tes motivations pour ce métier? Mais je sais pas très bien. Bon, la santé m'attirait. Je voulais pas faire d'études. Bravo, Maïké, t'as quand même fait un doctorat finalement. Mais et puis, je pense que vraiment, il y avait quand même
moi j'ai grandi donc dans les années 70-80, les filles faisaient pas tellement d'études et surtout pas poussé. Mes parents m'ont pas empêché, mais ils m'ont pas poussé spécialement non plus. Enfin, j'avais cette étiquette que j'aimais pas l'école, que je voulais pas faire d'études, etc. Et puis je sais qu'il y a, d'ailleurs je l'ai su après coup, il y a des profs qui ont dit à mes parents, mais elle est tellement intelligente, elle devrait faire des études et tout. Mais à moi ils me l'ont jamais dit. Et je pense qu'il y avait quand même un manque d'ambition, un peu, j'allais dire presque de l'autocensure. Mon père bossait dans le domaine de la nutrition, alors lui il a un parcours de biochimiste, et puis, mais il bossait beaucoup dans le domaine de la nutrition, notamment de la nutrition clinique, donc lui il avait une image très bonne des diététiciennes, et du coup il m'a plutôt encouragée dans cette voie. Et voilà, je me suis retrouvée à Genève à faire cette formation, qui n'était pas encore un bachelor à l'époque, mais qui se faisait en 3 ans, et qui m'a amenée après par tout un tas d'opportunités de rencontres et de différentes manières de vivre ma profession sur un parcours très étonnant, je dirais, pour une diététicienne, et très compliqué en fait. Un peu comme électron libre, mais à finalement quand même faire des études, à quand même faire un master, à quand même faire un doctorat, et à quand même faire un parcours académique, alors qu'au départ c'était pas du tout prévu ou même possible en fait. Et qu'est-ce qui a permis à ces quand même de se réaliser? Parce que tu dis quand même un doctorat, quand même un master. Est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des moments qui ont été déterminants pour toi dans le choix de ta carrière et puis de la voie académique en particulier? Ben, en fait, je pense que si j'avais su d'emblée que c'était possible, je pense que je l'aurais fait tout de suite, de manière un peu plus simple. Mais ne sachant même pas ce qui était possible de faire, ben je suis allée d'opportunité en opportunité. Alors, et donc oui, il y a bien sûr des rencontres qui ont ouvert des portes. Je dirais c'est la rencontre entre la capacité, je suis capable de faire des trucs, donc je vais essayer, et puis la possibilité qui est donnée. Et c'est vraiment ces deux choses ensemble qui ont fait à certains moments que j'ai pu passer des portes. Mais je sais très bien que de juste savoir qu'on en est capable ou que j'en suis capable, ça m'aurait jamais suffi. Parce qu'il y a plein d'exemples dans ma vie où absolument j'aurais été capable, par exemple, de faire du sport à haut niveau. Jamais j'ai envisagé cette chose, parce que jamais il y avait quelqu'un pour me dire tiens, tu pourrais faire ça. Et là, je sais que dans ma carrière, ça a été absolument déterminant d'avoir ces individus qui, en l'occurrence, étaient mes premiers patrons. Et puis, alors ça paraît c'est un peu vieillot de le dire comme ça, mais mon ex-mari, au moment où on s'est connus, qui ont vraiment eu un rôle déterminant dans ce parcours-là. Parce qu'ils m'ont dit, tiens, tu pourrais faire ça, je pense que tu peux faire ça, fais-le et je suis à tes côtés. Ça a tout changé, ça. Est-ce qu'on peut les considérer comme des mentors? Oui, absolument. Il y a quand même toujours ce truc de tant que, et ça je le vois très très clairement aujourd'hui, tant que je bossais très dur et que je n'exigeais pas trop, ça allait très bien, parce que je faisais plus que ce qui était attendu en fait, mais je risquais pas de leur faire de l'ombre non plus. Moi j'étais que diététicienne en fait, donc c'était facile de me faire de la place et de me pousser en avant, parce que finalement je menaçais pas du tout l'ordre établi en quelque sorte. Et est-ce que tu as eu des modèles peut-être plus féminins? Assez peu. Je dirais mes grands modèles, c'était plutôt des modèles de fiction. Il y a eu quand même, de mon premier boulot, il y avait une diététicienne qui avait fait sa formation aux États-Unis, où le métier de diététicienne, depuis beaucoup plus longtemps, est universitaire, beaucoup plus longtemps qu'en Suisse, est universitaire, est considéré. Et donc elle bossait en recherche. Et puis, c'était un peu, waouh, moi je vais être comme elle, quoi. Donc il y avait quand même de ça. Puis c'est vrai que les gens dans ma vie les femmes dans ma vie qui m'ont un peu fascinée, c'était toujours des femmes fortes, indépendantes, autonomes, etc. Mais je les admirais. Je ne peux pas dire que c'était des modèles en tant que tels. Et puis alors, ce qui m'a très très clairement manqué, c'était une personne qui a fait le parcours que j'ai fait aujourd'hui, mais de manière plus simple. Je dirais que en tant que diététicienne, pour faire un parcours académique, en tout cas à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, le chemin est tellement pas fait qu'à chaque virage, en train de réinventer, de redessiner la carte en fait.
Et il n'y avait personne pour montrer la voie. Et aujourd'hui, une de mes plus grandes satisfactions, c'est quand j'ai des anciennes étudiantes voilà, qui me disent, mais c'est grâce à toi que j'ai choisi cette voie dans la recherche, par exemple. Et sur ce chemin, quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer ou les choses qui t'auraient freiné? Sur le plan personnel, je pense que c'est l'ignorance, vraiment. Parce que j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était qu'un parcours académique. Je ne savais pas comment faire, quoi. Je dirais, ce qui m'a aidé à surmonter ces obstacles, finalement, c'était aussi un petit peu l'ignorance, malgré tout. Parce que je ne me posais pas trop de questions. J'avançais quand même. Je pensais que c'était pour tout le monde la même chose. C'est pas que je me disais, toi, t'es confiné à ta petite boîte carrée de diététicienne, et puis tout ça, c'est pas pour toi. Donc ça, c'était assez cool, et d'avoir grandi finalement dans cette famille où, sur le papier, c'est assez traditionnel, mais finalement, on faisait quand même un peu ce qu'on voulait. Ça m'a donné beaucoup de liberté. Et puis, il y a eu quand même, voilà, la rencontre qui était finalement très déterminante avec mon ex-mari, puisque lui était, il est toujours médecin de santé publique, chercheur, épidémiologiste. Il a vu cet intérêt chez moi de la recherche, de l'analyse, d'écrire des papiers, de me plonger corps et âme, y compris les soirs et les week-ends pour résoudre des questions complexes, de lire des papiers scientifiques, enfin tout ce qui fait finalement la vie des chercheurs. Et il m'a complètement encouragée et il m'a surtout montré qu'il y avait certains trucs, des formations par exemple que je peux faire. C'était même pas d'ouvrir la porte, c'était de montrer qu'il y avait une porte ouverte. Et puis en parallèle de ça, il y a eu mon deuxième patron au HUG, le professeur Stalder, et qui m'a dit, voilà, vous faites votre boulot de diététicienne, à savoir des consultations ambulatoires en l'occurrence, en polyclinique de médecine, puis à côté, si vous faites le chiffre, vous faites ce que vous voulez. Donc il était très précurseur en ça, que tant que je livrais la marchandise, j'avais une grande liberté pour développer des projets. Et j'ai pu vraiment développer ma pratique de recherche dans les domaines qui m'intéressaient. Il y a eu vraiment du soutien, de la bienveillance de certains individus à certains moments qui m'ont dit « Tiens, tu pourrais faire ça en fait ». Il y a eu relativement peu d'embûches, comme tu décris, dans le sens où je n'avais pas l'intention de faire une carrière. Donc, du coup, tu n'as pas d'embûches si tu n'as pas l'intention de faire une carrière. Être professeur, par exemple, ça me semblait totalement out of reach. Je veux dire, c'était pas un truc, ça me traversait même pas l'esprit. Maintenant, je vois des jeunes qui font leur doctorat et puis qui pensent à être professeurs. Entre nous, soit dit, je trouve ça super, hein, mais c'était pas du tout mon état d'esprit. Moi. T'avais pas de représentation. J'avais pas de représentation, puis ça m'intéressait pas et ça m'intéresse toujours pas. Pour approfondir un peu ce qu'on s'est dit jusque-là, on aimerait se pencher avec toi sur certains défis du coup, que peuvent connaître les femmes dans la progression de leur carrière. Et on a pu lire que les femmes, elles représentent plus de la moitié des étudiants à l'université, mais quand on regarde après les postes de professeurs, ça tombe à moins de 25% à peu près. Et ça nous questionne sur ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire les barrières invisibles, mais bien réelles qui freinent en fait l'accès des femmes aux postes les plus élevés malgré leurs compétences et leurs qualifications. Et on se demandait si toi tu as eu l'impression à certains moments de ta carrière de te heurter un peu à ce plafond de verre. Le plafond de verre, ça vient des aquariums où on pose une vitre sur l'aquarium, enfin un plafond de verre, puis on met la nourriture des poissons dessus. Et donc les poissons, ils montent pour aller chercher la nourriture, puis ils se cognent. Donc ils ne peuvent pas accéder et pour finir ils n'y vont même plus parce qu'ils savent que de toute façon ils vont se cogner. Donc même quand on enlève la vitre et qu'on met la nourriture dans l'aquarium, dans l'eau, ils ne vont pas monter chercher parce que ils savent qu'ils vont se cogner. Et en fait c'est ça. Donc en fait c'est cette autocensure des femmes qui ne cherchent même pas à postuler parce qu'elles savent que ça, elles ne pourront pas, quoi. Et je dirais, moi j'ai pas tellement eu ça parce que de toute façon je savais même pas que je pouvais monter quelque part. Je dirais que je vais utiliser un terme qui s'appuie sur le concept du labyrinthe de verre. Et je trouve que c'est tellement parlant pour les femmes. Et c'est tellement ce que j'ai vécu et que tellement d'autres femmes vivent. Si on se dit, ah ouais, c'est bon, maintenant j'ai fait mon master. Et là, c'est bon, j'ai fait mon doctorat, maintenant je vais faire ça. Ah non, en fait. Parce que pour faire ça, il se trouve que tu dois avoir
X ou Y personnes qui appuient ton machin, ta candidature, qui vont faire du lobbying auprès de tel truc. On ne sait pas tout ça. La politique là derrière. Et c'est la politique, c'est plus que la politique, c'est toutes les règles non écrites de... En anglais, on dit elbow rubbing. Je trouve ça tellement bien. C'est vraiment cette connivence qui se construit, mais à notre insu, quoi. Et je pense que les hommes, ils sont absolument pas conscients de ça. Un petit peu comme des gens qui sont nés dans le privilège, ils savent même pas qu'ils ont du privilège. C'est comme s'il nous manquait les codes. Et ouais, complètement. Parce qu'ils ont créé ces codes-là, dans lesquels eux, ils opèrent très Oui. bien, mais nous, on les a pas. Nous, on les a pas. Et en plus, il y a quand même cette difficulté de... Alors, ce qui a été maintenant nommé la charge mentale des femmes, mais c'est vrai qu'on a quand même, en grande majorité, et je pense même les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles prennent sur elles plus de charge mentale d'une manière générale. Elles sont moins câblées et ou moins éduquées à se focaliser sur un truc. Donc, du coup, pour faire une carrière académique, je pense que la seule chose qui marche, c'est de te focaliser à 100% sur devenir meilleur dans ce domaine-là. Je creuse mon sillon, le reste, je m'en fous. Je ne vais pas aider mes collègues sur un thème annexe, même si ça m'intéresse. Et le risque de ça, si on ne le fait pas, c'est qu'on n'est quand même pas très sympa. Et puis les femmes pas très sympas, c'est un peu des demi-femmes en fait. Donc par exemple les équipes où se discute la nomination d'un tel ou d'une telle, soit elle est très sympa, mais bon quand même il lui manque des papiers sur sa liste de publication, soit elle a une super liste de publications, mais alors elle est vraiment pas cool. On peut pas gagner quasiment. Elle coche jamais toutes les cases. En fait. C'est ça, Ouais. parce qu'on a beaucoup trop de cases à cocher nous. Ouais. Jeannie Longo était la plus grande cycliste, la seule vraie championne à l'époque où moi j'ai grandi et où j'ai commencé à faire du vélo. Elle était déjà un peu plus, elle est plus âgée que moi, mais disons. Et puis c'était toujours, ah ouais, elle est super forte, mais. Alors soit elle n'était pas sympa, soit elle n'avait pas de sein, soit elle était trop maigre, soit. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas chez elle. Et le nombre de fois où j'ai dit, mais. On ne lui demande pas d'être sympa. Le grand champion à l'époque chez les hommes, c'était Lance Armstrong. C'est vraiment quelqu'un de pas sympa. Les gens l'admiraient pour ça. Ils disaient pas, oui, c'est un grand champion, mais alors vraiment, il n'est pas sympa. Et puis, il n'a pas une belle tête, et puis, il n'a pas de fesses, et puis, je sais pas quoi. On s'en fout. On lui demande juste de bien pédaler. Et donc, ça, cette double peine-là, ou cette triple peine même, si on rajoute celle que s'inflige la culpabilité auto-infligée des femmes, c'est vraiment un monstre obstacle pour tout. Donc, ouais, c'est un peu... Faire le constat, c'est une chose, mais enfin, pour que ça change, il faudrait vraiment que le partage il soit plus équitable en termes de charge mentale. Et est-ce que les choses, elles ont évolué sur tout ça entre quand tu as commencé ta carrière et puis aujourd'hui? Oui, je crois que oui. En tout cas, il y a beaucoup plus de volonté dans le domaine de la recherche, de favoriser les carrières de femmes. Il y a des fonds aussi qui sont un peu plus, qui tiennent un peu plus compte des parcours de vie des femmes. Je pense que les hommes, beaucoup d'hommes ont aussi beaucoup changé dans le sens où eux, ils n'ont pas envie non plus d'être monomanes sur leur boulot et puis d'être accompagnés par quelqu'un qui est complètement déconnecté de la vie professionnelle. Ils ont aussi beaucoup plus envie d'avoir du temps pour eux et ou pour leur famille. Mais c'est tout petit. Et puis moi, je vois chez mes jeunes collègues, elles sont beaucoup plus assertives, ça me réjouit tellement. Elles osent beaucoup plus dire non à certaines tâches, sans se justifier 25 fois. Elles osent beaucoup plus aussi demander des choses, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'est revenu. Il y a une série, moi, que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Borgen. Donc ça met en scène, c'est l'histoire d'une femme qui est première ministre au Danemark. Et à un moment donné, elle parle avec son mentor et puis il l'exhorte, il lui dit, mais Birgit, le pouvoir, c'est pas, il faut le prendre, il faut l'attraper. C'est pas comme un petit chat qui te saute sur les genoux et puis qui reste là tranquillement.
Et donc là, il parle du pouvoir, mais c'est vrai pour tout. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit encore apprendre à faire et que je trouve les jeunes, maintenant professionnels, osent un peu plus, c'est aller toquer à la porte puis dire « je veux ça ». Puis c'est vrai que moi, je vois bien quand je regarde en arrière, j'étais là, j'ai un peu attendu pour certains trucs. Alors, il se trouve que dans mon boulot, j'ai quand même du bol, mais dans le sport, par exemple, pas du tout. J'étais, je pense, extraordinairement talentueuse, que ce soit en cyclisme ou en course à pied, mais ça s'est vu, mais personne n'est venu me dire « Ah, de bleu, t'es monstre doué, tu pourrais t'entraîner ou faire ci, faire ça ». Je me dis, c'est quand même dingue que moi, j'ai jamais vu ça et décidé de faire quelque chose avec parce que simplement, j'attendais qu'on me dise. Et puis, un autre point sur lequel on aurait été ravis de t'entendre dans les défis particulièrement féminins, c'est celui du sexisme et du harcèlement, qui touche quand même beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc on se demandait si toi, c'est des choses dont tu avais été victime ou si tu avais pu être témoin de ça chez certaines de tes collègues. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dans un monde de femmes, diététiciennes, on n'est quasiment que des femmes. Dans la deuxième partie de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé en haute école de santé, etc. Donc, il y a quasiment que des femmes, donc il y avait moins cela. Par contre, en tant que jeune professionnelle, stagiaire, jeune professionnelle, oh, mon Dieu, à l'hôpital, mais, je dois avouer que pendant longtemps, j'ai totalement nié ce truc et je crois qu'on est tellement nombreuses dans ma génération à avoir totalement banalisé ce machin. Alors moi, j'ai eu de la chance de ne pas avoir été victime d'agressions sexuelles, bien que y a un truc qui m'est arrivé, et si ça m'arrivait aujourd'hui en tant que jeune professionnelle, parce que j'étais stagiaire, je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça, d'un médecin interne qui est venu dans ma chambre de stagiaire en fait. Je venais juste voir comment tu étais installée, puis qui a essayé de me coincer dans un coin. J'étais totalement figée, ultra gênée, honteuse. Et finalement, il n'a pas insisté, il m'a un peu embrassé dans le cou, puis il a vu que je ne réagissais pas, puis il est parti, quoi. J'ai rien fait, mais dans le sens où j'aurais pu, mais j'ai rien fait, je savais pas qu'est-ce qui arrivait. En plus, il était médecin, moi j'étais stagiaire, j'étais un peu vaguement flattée qu'ils viennent me dire regardez comment j'étais bien installée. Enfin, c'est de la folie, quoi. Et en fait, c'est une femme qui se trouve être la fille de mon futur patron, ce que je ne savais pas encore, Nicole Stalder, à qui j'ai raconté le truc un peu en rigolant, de c'est pas ce qui m'est arrivé. Puis elle dit mais quoi? Elle était scandalisée et c'est grâce à sa réaction que j'ai compris que c'était pas du tout ok. Et après ça, il n'y a plus jamais un truc comme ça qui m'est arrivé, mais aussi possiblement parce que j'ai développé moi une attitude d'emblée où si quelqu'un s'approchait de cette manière de moi, par mon attitude, mon regard, ma posture, etc., j'étais capable complètement de stopper cette avancée. Mais je dirais dans ma génération, on a toléré tout un tas de mots, de blagues, on y a participé, on y a rigolé et tout, parce que sinon, on était out. Ouais, on a décidé de turn a blind eye, comme on dit très joliment en anglais, de ne pas trop voir ça, de laisser ça dans un angle mort et de ne pas s'en occuper. Et c'est vrai que, alors aujourd'hui, je me sens, moi, beaucoup plus légitime à dire ou à relever des choses, mais encore aujourd'hui, je constate qu'il y a bien des fois où je décide de rien dire, de rien faire pour pas être encore machine qui se la ramène. Et puis je trouve que c'est donner quand même un peu trop de responsabilité aux femmes, aux seules femmes qui doivent se défendre elles-mêmes ou dire quand ça se passe, alors que franchement les mecs, vous êtes où là? J'aime bien votre nom de podcast, le féminisme c'est pas un truc de fille, c'est un truc de tout le monde en fait. Allusion graveleuse, je sais pas quoi, je suis sortie je sais pas combien de fois des séances qu'on avait le matin où il humiliait une pauvre femme, non mais je dirais, non mais des collègues quoi, en disant Dieu sait quelle idiotie, puis alors moi je partais parce que je supportais pas, puis voilà, puis ils m'en voulaient pas parce que franchement j'avais une forte tête, c'est vrai, et puis je sais et j'ai toujours cette confiance en moi quoi, donc je sais que si on n'est pas content avec moi, tant pis pour vous, je vais ailleurs quoi, il y a un truc comme ça quoi. Et je sais que c'est ma force, et puis si on peut pas le demander à tout le monde d'être tête brûlée comme je le suis quoi. Après, j'ai été à Londres en postdoc plusieurs années, et puis après, je suis revenue ici.
là, j'ai été frappée de la manière dont j'étais traitée, quoi. Comme femme. Et c'était même pas moi. C'est-à-dire que j'étais à l'époque encore avec Patrick. On était dans le même bureau et des gens pouvaient arriver dans le bureau, foncer sur moi et dire vous pouvez pas me dire où c'est là, alors que j'étais plus loin de la porte, tu vois. Je cherche le bureau du professeur machin, vous pouvez me dire c'est où ça? En fait, le premier truc, c'était bonjour. Moi, je m'en fiche qu'on vienne me demander des choses, mais excusez-moi de vous déranger. Incroyable. Et puis là, je me suis dit, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et puis j'étais fâchée, quoi. J'ai commencé à être fâchée, à commencer à faire des calculs, à dire, mais en fait, il n'y a pas. Tu sais, chaque fois qu'il y avait des affichettes pour mais n'importe quoi, des congrès, des machins, j'étais là, il y a combien de femmes? Je devenais vraiment, j'étais devenue, mais parce que ça a été ultra désagréable. J'étais même avec des collègues. Tu es à 3, donc tu as deux mecs et moi. Et puis, ils parlent de quelque chose. On est ensemble. Hein. Ils se mettent à parler de quelque chose, puis je dis à un, en fait, de quoi? Tu fais allusion à un truc, mais en fait, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, il me dit, ah non, t'inquiète. Et je dis, t'es là. Ah ben si c'est comme ça, je me tire tout de suite. Et c'était des jeunes, hein. Enfin des jeunes, c'était des gens qui avaient 40, 30 et 40, quoi. C'est comme ça qu'on vous apprend à parler aux gens. Et puis, en fait, la seule raison pourquoi il me parlait, là, en l'occurrence, comme ça, c'était pas j'étais une femme. C'était absolument... Alors là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Dans le cadre là, plutôt de ta carrière académique, tu as essayé de prévenir ces comportements d'une manière ou d'une autre. J'entends, tu as parlé de ta posture, mais est-ce que tu as aussi contrôlé ton habillement, ton maquillage, voilà, aussi des choses là. Moi, je me suis mariée assez jeune. Et je pense quelque part ça me donnait un peu une forme de, c'est horrible à dire, mais une forme de protection presque. Et puis l'autre chose, c'est qu'à l'hôpital, quand j'étais jeune professionnelle, on avait la blouse, hein. Donc voilà, on se posait pas trop de questions, quoi. Un défi plus positif qu'on voulait aborder avec toi, avec lequel les femmes doivent composer, c'est celui de la maternité. Et concilier carrière et vie personnelle reste une épreuve aujourd'hui, et les inégalités entre les hommes et les femmes augmentent souvent avec l'arrivée d'un enfant. Et est-ce que tu peux nous raconter pour toi comment ça s'est passé cette période dans ton parcours, comment ça s'ancre dans ton parcours la maternité? Je dirais, moi j'ai eu une très 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 grande chance, c'est que mon mari, à cette époque-là, enfin mon ex-mari, beaucoup plus âgé que moi, avait sa carrière posée. Donc c'est pas qu'on était tous les deux en train de ramer comme des dingues. Okay. Parce que là, moi je sais que c'est moi qui aurais posé les plaques. Je suis sûre. Parce que même comme ça, j'ai levé un tout petit peu le pied. Voilà. On a vraiment partagé beaucoup les tâches et les responsabilités. Mais je pense que vraiment, moi, ce qui m'a sauvée pour pouvoir continuer à faire ma carrière, c'est que la mienne était en train de commencer et puis lui, il était bien posé. Cela dit, ce que je trouve quand même très intéressant, c'est que lui, il a demandé à un moment donné, il est à 80%, et puis il a dû batailler comme un fou pour obtenir ça. Et après, c'était l'exemple. Ah, mais nous, on est complètement en faveur du temps partiel chez les hommes, parce qu'il y en avait un. Et puis, alors on s'est séparés, les filles étaient jeunes, elles avaient 5 et 7 ans quand on s'est séparés. On a fait une garde alternée. Bien sûr, il y a une semaine sur deux où on a un petit peu moins de temps pour faire ces trucs, faire des monstres heures de dingue, mais dans une vie académique, si une semaine sur deux, on peut être à fond, ça suffit. En fait, je recommande vraiment à tous les couples qui sont ensemble d'organiser leur vie comme une garde alternée. Il y a un enfant qui va arriver dans cette famille, on n'a pas encore décidé qui allait faire quoi quand. Comment ça, on verra bien. Et je pense qu'il y a des couples qui le font maintenant, mais c'est pas du tout la norme. C'est pas juste faire des choses, c'est de décider, d'anticiper. Et ça, je pense que c'est indispensable si on veut soit développer, soit maintenir une carrière. Ou alors, on a beaucoup d'argent, puis on peut déléguer ça à des gens qui sont payés pour le faire. Et dans le contexte académique, est-ce que tu as eu besoin de demander des ajustements aussi, ou est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient justement pas adaptées à une vie de parent, des commissions tard le soir, des choses sur les vacances scolaires, est-ce qu'il y a des choses à faire comme ça dans le milieu académique pour justement permettre
à tout le monde d'être parent en toute sérénité, on va dire, en menant sa carrière de fou. Il y aurait des millions de choses à faire. Pour moi, ça a été, de nouveau, j'ai eu de la chance. On partait du principe que comme j'avais des jeunes enfants, j'allais pas être là le mercredi, j'allais finir de bosser à 4 heures, enfin, et puis je trouvais ça presque un peu dérangeant, parce que du coup, par défaut, c'est toi qui dois tout gérer en fait. Alors que, non, j'ai un mari, il peut faire sa part, aujourd'hui c'est son jour, enfin ce genre de choses. Et moi je me souviens à l'époque, je faisais encore du cyclisme, puis je partais des fois en congrès, ou voilà, c'est ça qu'on fait quoi, on va présenter nos données dans les congrès, les machins. Ah mais tu fais comment avec les enfants? Ouais. Puis j'étais là, mais si mon mari te dit qu'il part en congrès, tu lui demandes comment il fait avec les enfants. Et c'était juste ça, la révolution, c'était juste de poser la question. Tout le monde devrait pouvoir. S'il faut avoir, je sais pas, je vais dire un truc pas très cool, mais s'il faut avoir un vieux mari puis bosser dans un monde de femmes pour pouvoir faire une carrière, mince quoi, c'est dommage. Bon, on a pas mal parlé des freins externes qui touchent les femmes, mais on s'est aussi intéressé aux contraintes internes qu'on se met à soi. Et beaucoup de femmes sont par exemple familières avec les sentiments de culpabilité ou ce fameux syndrome de l'imposteur qui peuvent être très limitants. On se demandait si toi tu as souffert de ce type de difficultés. Je pense, oui, bien sûr. Pour avoir le syndrome de l'imposteur tout le temps. Heureusement, j'ai eu vite autour de moi aussi des gens qui me faisaient confiance, qui me poussaient, des copines, mon ex-mari, j'en ai parlé, d'autres personnes qui m'ont fait du feedback positif et tout. Et je le vois, c'est marrant parce que dans mon boulot en tant que diététicienne en cabinet, je vois très bien à quel point ce syndrome d'imposture affecte les femmes et une de leurs réactions, souvent, c'est, en tout cas celles qui viennent chez moi, évidemment pas toutes, mais j'ai un petit biais de sélection là, mais ça se manifeste souvent par des comportements alimentaires problématiques en fait. C'est-à-dire qu'elles se sentent tellement inconfortables et stressées d'être là où elles sont alors qu'elles pensent qu'elles ne devraient pas, qu'elles ne sont pas à la hauteur, que ci, que ci, que ça. Elles se mettent une pression telle que ça va affecter en fait leur... en l'occurrence là, les comportements alimentaires, ça peut être d'autres comportements, ça peut être des addictions, ça peut être tout un tas de comportements compensatoires, mais qui peuvent aussi se manifester par ça. Et du coup, elles se retrouvent dans mon cabinet pour un truc de « aidez-moi à régler mon problème de bouffe ». Mais non, en fait, c'est pas un problème de bouffe. C'est un problème de confiance, d'estime de soi, c'est un problème de culpabilité. Voilà. Et ce truc de culpabilité, c'est terrible parce que ça vient avec la honte aussi. Et puis, c'est des freins énormissimes à tout. Et le discours le plus culpabilisant, c'est l'autodiscours. Oui. Donc, il faut voir comment les femmes, elles se maltraitent à l'intérieur d'elles-mêmes. Si elles ne s'autoculpabilisent pas, la société s'empresse de le faire pour elles. En parlant des contraintes internes, il y a aussi un aspect qui mérite de s'y attarder, c'est les injonctions au corps des femmes, que nous avons presque toutes intériorisées et faites comme siennes. Et en tant que femme, on nous attend sur tous les fronts. Il faut performer dans sa carrière, avoir une vie à soi, devenir mère, mais tout en respectant donc des standards esthétiques souvent inatteignables pour rester attirante. Ce qui peut être assez écrasant. Et du coup, voilà, toi en tant que diététicienne, tu es en première ligne, je pense, pour observer ces enjeux. Tu accompagnes des femmes et des hommes aussi, bien sûr, dans leur relation à leur corps et à leur alimentation. Et puis du coup, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire comment ces injonctions elles se manifestent chez les femmes que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de ces injonctions? Et alors moi, je bosse dans le monde du sport, en tant que diététicienne spécialisée du sport. Et mais ça me fend le cœur, le nombre de jeunes athlètes qui me disent « Mais quand il y a une caméra, moi je rentre mon ventre, je pense même plus à ma performance. » Et qui, elles se sentent tellement scrutées, elles se scrutent elles-mêmes encore plus sévèrement que tout le monde, mais ça ne sort pas de nulle part, ça. Et vraiment des femmes qui, sans parler de troubles du comportement alimentaire, mais qui vont vraiment dans des comportements alimentaires problématiques pour ressembler à ce qui est censé être une femme, alors que
on leur demande d'être d'excellentes athlètes, pas des jolies petites poupées. En grande majorité, les données, la recherche scientifique qui porte sur les femmes porte sur le poids, le surpoids et l'obésité, alors que la prévalence du surpoids et de l'obésité est moindre chez les femmes que chez les hommes, hein, il faut quand même le rappeler. Alors qu'en fait, quand on regarde la littérature scientifique, c'est quasiment que chez les femmes. Et puis, l'autre grand domaine de recherche, je dirais de biologie, médecine, etc., c'est la grossesse et l'allaitement. Donc, voilà, la dernière volée, il y a une des participantes qui a dit oui, en fait, soit belle et fait des gosses, quoi. Enfin, soit mince et fait des gosses. Et effectivement, c'est un peu ça. Alors, ça change, mais il y a vraiment une monstre lacune dans tout ce qui est santé des femmes en dehors de ce qui concerne la procréation. Et puis, je l'ai remarqué dans le domaine de la nutrition, particulièrement dans le domaine de la nutrition du sport, où toutes les études quasiment étaient faites chez les hommes, maintenant il y en a un peu plus chez les femmes, mais très très peu, et où toutes les recommandations, que ce soit nutritionnelles ou modalités d'entraînement, quoi que ce soit, tous les standards en fait sont faits sur les hommes, et on a vraiment un monstre trou de connaissances dans le domaine de la nutrition sportive chez les femmes, mais pas que, parce que voilà, alors on a longtemps eu aussi des monstres lacunes dans tout ce qui est de recherche sur les traitements médicamenteux, la symptomatologie des différentes pathologies, la manifestation de la douleur, etc., etc. Et puis, voilà, maintenant, ça commence un petit peu à changer, il commence à y avoir des chaires aussi pour la recherche en médecine et autres chez les femmes, mais on est en balbutie encore. Et je le fais souvent remarquer, je donne parfois des conférences dans les clubs de sport, et voilà, donc je fais des formations aussi pour les coachs, les entraîneurs, et aussi évidemment pour les athlètes, les sportifs et les sportives. Et puis je dis souvent aux femmes et aux filles qui sont un peu gênées de parler de leur douleur de règles, des choses comme ça à leur coach, je leur dis, mais le coach, il pose des tonnes de questions sur comment elles ont dormi, est-ce qu'elles sont là, elles vont bien, les blessures, la moindre petite douleur du petit orteil, il va le savoir. Puis tes crampes de règles, non. Alors que ça affecte beaucoup plus en fait que des blessures mineures. Et on les connaît, ces problématiques, c'est prévisible plus ou moins. On peut probablement aussi trouver des solutions et des arrangements en termes d'entraînement pour que ça aille mieux sans perdre une séance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de lieux d'entraînement, si tu rates un entraînement, tu ne peux pas aller à la compète. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es blessé, tu vas quand même t'entraîner. Et puis, si tu as des douleurs de règles aussi. Et du coup, tu ne performes pas. Et du coup, ta confiance en toi, elle baisse parce que tout le monde te dit que tu es nul. Enfin, etc., etc., etc. Et la réponse, souvent, c'est « Perds quelques kilos, tu seras plus rapide. » Ça, c'est quand même encore la réponse de toujours. Et en fait, on ramène de nouveau à cette espèce de truc inhérent au corps des femmes. Un constat que non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est vraiment de l'ignorance, et peut-être aussi un petit peu dans certains cas malheureusement une forme de maltraitance, un peu, voilà, de garder une mainmise, une autorité, de manipuler un petit peu, enfin, etc., quoi. Il y a des trucs quand même assez malsains autour de ça, et malheureusement les femmes, elles subissent particulièrement ça. Et on aurait voulu essayer de conclure les choses en se demandant finalement qu'est-ce que toi t'as appris sur toi au cours de ce parcours, et puis quels sont les super petits pouvoirs que tu as pu développer. C'est difficile, disons que chaque fois que je revois le chemin, je me dis, selon quelle paire de lunettes je mets, je vais me dire, waouh, mais quelle chance incroyable d'avoir fait ces rencontres, d'avoir osé me lancer aussi dans certains domaines, et d'ouvrir la voie effectivement pour les autres. Quelle chance vraiment inouïe, etc., etc. Et puis d'un autre côté, il y a quand même aussi beaucoup de
en tout cas de frustration, voire de colère parfois, de me dire mais nom de bleu, quoi, ça aurait pu être tellement plus simple. Voilà, donc là c'est très très ambivalent. Je pense autant mon parcours professionnel que personnel a été compliqué par le fait d'être une femme, d'avoir grandi à une certaine époque dans ce petit village où voilà, c'était comme ça. Ce qui a contrebalancé, c'est évidemment le monde qui m'entourait, mes parents, les rencontres que j'ai faites. Mais ce que je trouve fou, c'est que, je l'ai déjà dit, mais finalement, c'est que c'est à l'individu de se débrouiller là-dedans, quoi. Et je pense que c'est assez typique quand même de ce qui se passe en Suisse d'une manière générale. Et là, je vais faire le parallèle avec mon domaine professionnel. C'est-à-dire que si tu manges mal, c'est ton choix, c'est ton problème. Si tu fumes, c'est ton choix, c'est ton problème. Je me dis, mais alors du coup, soit tu es forte puis tu y arrives, soit tu es considérée comme quoi, nulle, parce que ça repose que sur toi, que sur ta propre responsabilité. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un grand problème. C'est que c'est bien cool, parce qu'il y aura des personnes qui vont prendre leurs responsabilités, qui vont aider, mais c'est quand même bien triste qu'on ne soit pas capable, à un niveau d'une société, de faire les choses, de construire les choses un peu différemment pour aplatir un peu tous ces murs du labyrinthe de verre, quoi, et de donner un petit peu plus d'élan et de possibilités aux femmes, quoi. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à une femme qui souhaiterait se lancer dans le domaine de la recherche et de l'enseignement? Réfléchis bien, est-ce que vraiment tu veux faire ça? Non, je rigole. Non, c'est génial comme parcours. Je pense que le plus grand conseil, c'est vraiment celui de choisis ton thème, fonce là-dedans, fais pas 10 000 autres trucs, deviens excellente dans ton domaine, incontournable dans ton domaine. Et puis l'autre chose, c'est ose aller voir les gens, va taper à la porte, attends pas que le petit chat te saute sur les genoux, pour paraphraser Ben Seireux. Vas-y, va chercher ce que tu veux, va demander ce que tu veux. Au pire, on te dit non, mais c'est pas grave. Demande de l'aide. Moi, j'ai attendu vraiment très longtemps avant d'oser demander de l'aide, donc ça, c'est hyper important. Et puis, ose dire non. Et non, ça suffit. Il n'y a pas besoin de trouver plein de raisons, d'excuses, de machin. Tu dis juste non. C'est très inconfortable. On n'a pas appris à le faire. Et donc, c'est ça. C'est creuse ton sillon. Va toquer aux portes, va demander comment ça se passe, c'est quoi les codes, c'est qui qu'il faut connaître, c'est où qu'il faut aller chercher de l'argent, comment je fais pour écrire cette demande de fonds, c'est quoi les mots magiques pour telle ou telle fondation. Tout ça, ça se sait, mais ça se dit pas toujours très spontanément. Et puis dire non. Voilà mes 3 conseils. Cet épisode touche à sa fin. Avec Maïké et Sophie, on a exploré les défis auxquels les femmes font face dans leur carrière, entre sexisme, charge mentale et injonction sur leur corps. Son parcours inspirant nous montre aussi comment oser tracer sa propre voie. Pour continuer cette réflexion, nous aurons rendez-vous dans le prochain épisode avec Maud Schneider, professeure à l'Université de Genève, avec qui nous discuterons de comment les choses ont évolué dans la relève de l'académique, et cela toujours en miroir avec les réflexions de Sophie. Merci encore à Maïké pour son temps et sa sincérité, mais aussi au groupe TRAF, qui nous laisse généreusement utiliser le son Maudite pour la musique de notre podcast. Et enfin, merci à vous pour votre écoute. Vous trouverez en description de l'épisode le lien vers notre compte Instagram et vers celui du groupe TRAF. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, mettez-nous des étoiles et surtout, retrouvez-nous bientôt dans Le Féminisme, c'est pas un truc de fille.